Faites attention à la jeune fille sur ces images de vidéosurveillance. C'est une étudiante universitaire et une athlète très prometteuse, qui vit dans le dortoir de la faculté, mais elle est poursuivie par un harceleur et sa vie est en danger. Et le pire, c'est qu'elle a déjà contacté la police plus de 20 fois, mais personne ne l'a prise au sérieux. Un homme déguisé en Deadpool rôde sur le campus de la faculté à sa recherche, partout où elle va. Un homme est toujours vu à proximité. Le pire, c'est que cet homme est en réalité son ex-petite amie et il cache un sombre secret. L'affaire d'aujourd'hui montre comment des erreurs, de la négligence et l'incompétence policière ont conduit à une tragédie qui a choqué toute la communauté. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Vous, tout comme moi, aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses vraiment étranges et folles. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour tout suivre. Et aimez, commentez, partagez, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. Alors, ça va? Allez, on passe à la vidéo. Découvrons d'abord la victime de l'affaire du jour. Lauren McCloskey est née et a grandi à Pullman, dans l'État de Washington, une petite ville de plus de 30 000 habitants. Elle a eu une enfance heureuse, de très bonnes notes, et était entourée d'amis. Sa meilleure amie disait que Lauren était de celles qui s'arrêtaient. Peu importe ce qu'elle faisait, elle s'arrêtait toujours pour soutenir un ami, ne serait-ce qu'en offrant son épaule. Vous savez qui parmi vous a aussi des amis comme ça? Ses parents, Jill et Matthew McCloskey, étaient très fiers de leur fille et le furent davantage en la voyant grandir. Grâce à son talent naturel et sa passion pour le sport, Lauren était rapide et agile, impressionnant ses parents depuis l'enfance. Sa mère a dit qu'elle pouvait grimper aux arbres à l'âge de 2 ans et qu'elle n'avait absolument aucune peur. Tu te rends compte? Avec l'encouragement de ses parents, Lauren a commencé à pratiquer des sports de compétition. Et c'était le genre d'enfant qui était doué dans tout, tu vois? Peu importe le sport qu'elle pratiquait, elle se démarquait rapidement. Tout le monde en ville et à l'école a remarqué qu'elle avait un talent naturel pour l'athlétisme. À seulement 10 ans, elle a remporté la 2e place aux Jeux olympiques juniors des États-Unis. À la fin du lycée, l'université de l'Utah lui a offert une bourse complète pour étudier et rejoindre l'équipe universitaire. Regarde, c'est génial, n'est-ce pas? En 2015, Lauren et ses parents sont arrivés sur le campus de Salt Lake City, accueillant plus de 21 000 étudiants. Ses parents sont inquiets de laisser leur fille unique à l'université, loin de leur ville natale. Bien que cette inquiétude des parents soit compréhensible, la bonne éducation et la maturité de Lauren les ont rassurés. Lauren s'est vite adaptée à la vie universitaire et s'est fait des amis dans l'équipe d'athlétisme et en cours. Pendant les 3 années suivantes, Lauren s'est démarquée dans toutes ses activités. Elle était dévouée et concentrée sur ses études, les compétitions d'athlétisme et bien sûr, elle profitait aussi des fêtes et de la vie de jeune étudiante. Ah, quelle nostalgie d'être jeune, n'est-ce pas? Il ne lui restait plus qu'une année pour terminer son cursus en communication et elle était très enthousiaste à l'idée d'obtenir son diplôme. Mais, dans la nuit du 1er septembre 2018, la vie de Lauren a basculé à jamais. Lauren venait tout juste d'avoir 21 ans et là-bas aux États-Unis, c'est l'âge minimum pour boire de l'alcool et entrer en boîte de nuit. Elle a profité de sa majorité pour sortir avec sa meilleure amie Alex samedi soir. Le centre de Salt Lake City devient très animé la nuit, pendant que les étudiants envahissaient les rues et les bars. Nesta par an. Lauren et Alex ont choisi le London Bell, un bar populaire à Salt Lake City où il y a de la musique live. Il y a une piste de danse, des trucs de jeunes, tu vois. En plus, c'était seulement à 15 minutes en train de son dortoir à l'université. Avant d'entrer, le vigile les arrête et demande leur pièce d'identité. C'était un grand gars, sympathique et charismatique. Il salue les 2 jeunes femmes avec un sourire. Il se présente comme Sean Fields, et avant de les laisser entrer dans l'établissement. Pendant la soirée, il passait toujours près d'elle, s'arrêtait et discutait un peu. Et il a commencé à flirter avec Lauren, qui a aussi montré de l'intérêt pour Sean. Tu vois le truc, là-bas. Vers minuit, les filles sont rentrées car elles devaient étudier le lendemain pour les examens. Lauren marche vers la sortie du bar, quand soudain, une main touche son épaule. C'est l'homme avec qui elle échangeait des regards toute la soirée. Le videur, Sean. Ils ont encore discuté un peu, et avant de se dire au revoir, il l'invite à sortir. Le lendemain, elle lui a donné son numéro de portable, et ils ont fixé un rendez-vous pour plus tard. Dimanche. L'heure du rendez-vous approchait, et Lauren était toute excitée et impatiente. Elle n'avait jamais eu de petit ami sérieux jusqu'à présent, et Sean semblait être un homme parfait.
Un vrai bon parti. Lors du rendez-vous, il se montre attentionné, amical et serviable. Il précise être étudiant en informatique. Bien qu'il soit un peu plus âgé qu'elle, il avait 28 ans. Lorraine adorait le rendez-vous et elle se sentait en sécurité et heureuse avec lui. Après le rendez-vous, la jeune étudiante rentre chez elle, ravie et souriante. Elle a dit à son ami qu'il semblait être un homme à l'ancienne. Sa façon de l'aborder en personne et de l'inviter sortait du comportement habituel des jeunes à la fac aujourd'hui. Tout passe par une application, non? Ce genre de choses. Il l'a invitée à dîner, lui a offert des fleurs et lui a demandé de sortir avec lui. Elle a accepté, ravie. Ça a très bien commencé, comme dans un conte de fées. Mais très vite, les amis proches de Lorraine ont remarqué un comportement inhabituel dans sa relation, ce qui montrait que tout n'était pas si rose et magique. Des roses quads qui volent, non? Un jour, elle est allée faire du shopping avec une amie qui a remarqué sa chemise blanche un peu large. Un jean très large, tu vois. Lorraine a toujours été très bien habillée, avec des vêtements féminins. Son amie lui a demandé pourquoi elle portait ces vêtements. Lorraine a répondu « Il m'a dit de les mettre, tu vois ». Cela a alerté ses amis qui ont alors remarqué que Sean avait un comportement obsessionnel et contrôlant envers sa petite amie. Il lui envoyait des tonnes de messages par jour et ses amis ont remarqué que dès que le téléphone de Lorraine sonnait avec un message, elle devenait nerveuse. Et elle répondait immédiatement. C'est fou, non? Elle a dit que Sean se mettait en colère si elle mettait du temps à répondre. Ses amis ont commencé à interroger Lorraine sur ce comportement, mais elle trouvait toujours des excuses. Elle disait qu'il voulait juste s'assurer qu'elle allait bien là où elle était, qu'il montrait de l'attention et de l'affection pour elle. Pourquoi tu dois répondre au téléphone quand cette personne appelle? Et elle dit, tu sais, ils veulent vraiment que je réponde au téléphone tout de suite, parce qu'ils ont quelques insécurités du passé et ils veulent juste être rassurés. Savoir où je suis, ce que je fais et si je vais bien. Après seulement quelques semaines de relation, Sean passait pratiquement tout son temps avec Lorraine et petit à petit, elle s'est éloignée de ses amis. Bien que le dortoir de l'université soit réservé uniquement aux étudiants et que l'entrée des personnes extérieures y soit interdite, Sean s'était pratiquement installé dans la chambre de Lorraine. Tu te rends compte? Il s'est lié d'amitié avec les autres étudiants qui vivaient dans son dortoir et, grâce à ces relations, il pouvait entrer et sortir librement du bâtiment, même sans avoir la carte d'accès. Le 1er octobre, un mois après que Lorraine ait rencontré les autres, Sean a dit qu'il était inquiet pour la sécurité de Lorraine car il ne l'aimait pas. Elle se promenait seule sur le campus. Alors, il est arrivé avec un pistolet et a essayé de l'offrir à Lorraine comme cadeau pour sa protection. Lorraine a refusé le cadeau, elle a dit qu'elle ne se sentait pas en danger sur le campus et qu'elle ne voulait pas porter d'armes. Lorraine a raconté à ses amis à propos de ce cadeau et ses amis ont paniqué. En plus d'être contrôlant et jaloux, Sean se promenait aussi armé, y compris en emmenant une arme sur le campus. Les amis ont contacté une personne qui gère les dortoirs et lui ont tout raconté sur la relation et ce qu'elle ressentait. Et elles étaient inquiètes à propos de cet homme. Une personne a envoyé un email à la sécurité de l'université expliquant tous les détails de la situation. Qu'un homme qui n'était pas étudiant avait accès et vivait pratiquement dans le dortoir, qu'il se promenait armé et avait proposé une arme à l'une des étudiantes. En plus, elle pensait que l'une des étudiantes était piégée dans une relation abusive et potentiellement dangereuse. Cependant, il semble que cet email ait été ignoré par le département de la sécurité et qu'elle n'ait reçu aucune réponse. Moins d'une semaine plus tard, Lorraine a fait une découverte effrayante. Sean était dans sa chambre et il est allé prendre une douche. Lorraine a regardé dans son portefeuille et en trouvant sa carte d'identité, a failli tomber à la renverse. La photo montrait Sean, mais le nom et la date de naissance étaient différents. À sa grande surprise, son vrai nom était Melvin Rowland et il avait 37 ans pas 28 comme indiqué précédemment. Imagine le choc. Elle a dû faire semblant devant son petit ami quand il est sorti de la douche. Dès qu'il est parti, elle a raconté à ses amis ce qu'elle avait découvert et elles ont tout appelé. Elles sont alors passées en mode Sherlock Holmes pour découvrir qui était cet homme. Et ce qu'elles ont découvert était terrifiant. Elles ont trouvé sa photo et son nom dans le registre des agresseurs de 2004, Mashabiwoki. Il a été arrêté pour avoir sollicité une mineure sur Internet et il a également été condamné à 15 ans de prison pour avoir agressé une autre femme. Actuellement, il était en liberté conditionnelle. Tu te rends compte? Les faits ont immédiatement commencé à élaborer un plan pour que Lorraine rompe avec Melvin. Heureusement, cette semaine-là, c'était les vacances de Josas.
Grand scolaire, et elle est allée chez ses parents, où elle leur a raconté ce qu'elle avait appris sur son petit ami. Ils étaient alarmés, mais elle a dit qu'elle avait déjà prévu de rompre avec lui dès son retour à l'université. Le 9 octobre, Lauren avait convenu avec son petit ami qu'il la retrouverait dans son dortoir. Il ne savait encore rien, mais elle était sur le point de le confronter avec sa découverte et comptait aussi mettre fin à leur relation. Ils entrent et elle lui raconte aussitôt ses découvertes. Toute la personnalité séduisante et captivante de Melvin a changé du tout au tout. Il est devenu très résistant et agressif. Il a nié toutes les accusations du passé, il a dit que c'était un malentendu, mais Lauren savait qu'il mentait. Elle est restée ferme et a mis fin à la relation. Il refusait, mais après des heures où Lauren l'a presque supplié, il est finalement parti. Lauren avait laissé sa voiture à Melvin pendant qu'elle était en vacances. Le soir où ils ont rompu, il n'avait pas rendu la voiture. Lauren avait peur de le rencontrer seul et a demandé de l'aide à la police du campus. Les policiers l'ont appelé et il a laissé la voiture sur le parking. Ensuite, ils ont conduit Lauren pour qu'elle récupère la voiture. On peut supposer que Melvin n'ait pas apprécié que Lauren demande l'aide de la police, non? Le même jour, elle a commencé à recevoir de nombreux messages provenant de plusieurs numéros de téléphone différents. C'étaient des gens qui la menaçaient, certains disaient qu'ils étaient des amis de Melvin et lui ordonnaient de retourner avec lui. Regardez-moi ça. Il y a même eu des messages bizarres où une personne disait être un ami de Melvin et qu'elle avait une très mauvaise nouvelle à lui annoncer. Melvin était mort. Cet ami lui a demandé si elle voulait qu'il la conduise aux funérailles de Melvin. Franchement, c'est n'importe quoi, non? C'était clairement un piège, ce que Lauren a aussi pensé. Elle a appelé la police pour raconter ce qui se passait et a dit qu'elle pensait que quelqu'un essayait de l'attirer quelque part pour lui faire du mal. J'ai reçu ces messages de la part de plusieurs numéros différents. Il disait qu'il était à l'hôpital et qu'il était décédé. J'ai reçu un message me demandant si je voulais aller à ses funérailles et je crois... Les policiers lui ont dit de bloquer les numéros et que ça devait être juste une blague. Tu peux y croire? Mais plus elle bloquait de numéros, plus de nouveaux numéros apparaissaient et envoyaient des messages toute la journée. Parfois, elle répondait en disant que tous ces messages étaient envoyés à la police, mais ça ne servait à rien. La personne continuait à la harceler avec des dizaines de messages par jour. Les choses n'ont pas fait qu'empirer. Un des numéros mystérieux a envoyé une photo intime prise pendant qu'elle avait des relations avec Melvin. La personne faisait du chantage et a demandé 1 000 $ pour ne pas diffuser la photo à tout le monde à la fac. Horrifiée, Lauren a appelé Melvin pour demander des explications. Mais il a dit qu'il n'était au courant de rien et qu'en fait, lui aussi avait reçu ce message et qu'il était également victime de chantage. Difficile à croire, non? Lauren a continué d'appeler la police pour signaler la situation et son malaise. En danger, elle a continué à appeler la police pour les en informer. Se sentant en danger, elle se sentait... En danger. Les policiers disaient entre qu'ils avaient déjà documenté son cas et que pour toute mise à jour, ils la contacteraient. Mais les jours passaient et la police n'a rien fait. Ils n'ont pris contact pour rien du tout. Alex, la meilleure amie de Lauren, a perdu patience et a dit « Ces gars-là ne te prennent pas au sérieux. Allons au commissariat du campus, en personne. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont arrivées au commissariat et ont été reçues à l'accueil. Franchement, une affaire de harcèlement comme celle-ci, impliquant un homme criminel qui a commis ce genre de crime. Ils n'ont même pas isolé les filles pour leur donner de l'intimité, non? Elles ont montré aux policiers tous les messages que Lauren recevait et aussi tout ce qu'elles avaient découvert sur cet homme. Même en montrant tout ça, en montrant tout ce qu'elles avaient découvert elles-mêmes, qu'il était un criminel condamné. Les policiers lui ont dit de ne pas s'inquiéter, non, que ça semblait être juste quelqu'un qui essayait de faire des arnaques et que bientôt, cette personne allait arrêter. Ils lui ont demandé d'envoyer un email au commissariat détaillant ce qu'elle traversait et ce qu'elle avait découvert sur Melvin. Ils lui ont aussi demandé d'envoyer le message avec la photo intime et d'expliquer la situation qu'elle était en train de vivre. Elle a fait cela et les policiers ont dit qu'ils la contacteraient. Plusieurs jours sont passés et rien. Personne ne l'a contactée. Les policiers semblaient ignorer le danger qu'elle courait, car personne ne l'appelait. Lauren a appelé la police plusieurs fois par jour. Elle recevait encore des messages menaçants et chaque fois qu'elle recevait un nouveau message, elle appelait la police. Mais devinez quoi les gars? Les policiers ne faisaient rien. Vous pouvez y croire?
Melvin avait acheté un costume Deadpool pour Halloween. Mais le 19 octobre, il a été vu portant le costume et rôdant sur le campus, cherchant et suivant Lorraine en secret. Regarde ce type étrange, non? Melvin connaissait la routine de Lorraine. Et, à 16h02, elle est vue entrant par l'une des portes du bâtiment. À la même heure, il est aussi repéré par les caméras, mais heureusement, il se trouvait à une autre entrée du bâtiment et n'a pas réussi à la croiser. Il portait un sac à la main et à l'intérieur, il y avait une perceuse. 3 jours plus tard, le 22 octobre, Melvin est de nouveau repéré par plusieurs caméras de sécurité en train de rôder sur le campus, cherchant Lorraine, une fois de plus avec le même sac noir à la main. Il a réussi à entrer dans le bâtiment avec l'aide d'autres étudiants qui le connaissaient, mais heureusement, Lorraine était en cours et il ne l'a pas trouvée. Cependant, à 20h, Lorraine a terminé son dernier cours et rentré seule au dortoir, comme n'importe quelle autre nuit. En marchant, Lorraine a appelé sa mère. Elle appelait ses parents tous les jours et sa mère a dit qu'elle était particulièrement enthousiaste ce soir-là. Elle racontait que ses études se passaient bien, qu'elle réussissait ses examens et que ses entraînements d'athlétisme se déroulaient aussi très bien. Et elle était prête pour une compétition qui aurait lieu dans les semaines à venir. Sa mère avait mis l'appel sur haut-parleur. Le père et la mère discutaient avec leur fille quand Lorraine s'interrompt soudain. Non, 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 non. Et les parents entendent le bruit du téléphone portable tombant par terre et ce qui semblait aussi être quelqu'un en train d'être traîné. Les deux sont sous le choc et commencent à crier « Fille, allô ?» Lorraine répond, mais personne ne répond. Tu imagines le désespoir? Le père contacte aussitôt la police et explique. La police, après des semaines d'appels de Lorraine, prend enfin l'affaire au sérieux et envoie plusieurs voitures sur le campus pour rechercher la jeune disparue. Une étudiante passe à l'endroit de l'enlèvement de Lorraine et trouve le téléphone encore en ligne avec sa mère. Elle le ramasse et informe les parents de sa position. Le père rappelle la police, qui se rend là où le téléphone a été retrouvé et commence à fouiller la zone. La police envoie également des messages à tous les étudiants, les avertissant qu'il y avait un homme armé en liberté et demandant à tout le monde de verrouiller leurs portes. Les recherches pour Lorraine n'ont pas duré longtemps et malheureusement, ils l'ont retrouvée à l'intérieur d'une voiture garée. C'était la voiture d'un voisin de Melvin qui l'avait empruntée et Lorraine a été retrouvée sur la banquette arrière. Melvin a tiré 7 fois et elle était morte sur le coup. La police a ensuite lancé une chasse à l'homme contre Melvin. Ils ont diffusé sa description et demandé aux étudiants de signaler toute personne similaire sur le campus. Les chaînes de télévision ont également commencé à diffuser sa photo, dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Ils ont vérifié les caméras de l'université et on voit un homme ressemblant à Melvin quitter rapidement le parking. L'homme arrive à la gare qui se trouve près du campus. Il parle à quelqu'un au téléphone et, quelques minutes plus tard, une voiture grise s'arrête et Melvin y monte. La police diffuse à la télévision les images de la gare et dit aussi que cette voiture grise est possiblement un complice. Et il demande l'aide de la population. Plus tard, cette même nuit, une femme terrifiée contacte la police, disant qu'elle reconnaît l'homme recherché. À la télévision, elle dit qu'elle était la propriétaire de la voiture grise qui a pris Melvin. À la gare, j'ai vu la photo de ce type et ensuite, j'ai vu qu'il avait peut-être été emmené dans une Sonata grise, ce qui ressemble beaucoup à la description du... Ma voiture. Vous n'allez pas croire ce que je vais dire. Elle a dit qu'elle venait de rencontrer Melvin sur Tinder et qu'il l'avait appelé pour l'inviter à se voir. Elle a accepté et est allée le chercher à la gare. Ils sont allés dans son appartement, ils ont eu des rapports intimes, si vous voyez ce que je veux dire, et Melvin est parti vers minuit. Dès qu'il est parti, elle a allumé la télévision et a vu son visage affiché comme recherché pour meurtre, ainsi que sa voiture sur les images. C'est dingue, vous y croyez? Le gars a tiré 7 fois sur son ex-petite amie et décide d'aller sur Tinder pour jeter un œil. C'est malade. Vers 1h du matin, un policier a vu Melvin marcher dans la rue. Melvin a couru, poursuivi par le policier. Il a pénétré dans une église et a bloqué la porte. Plusieurs policiers sont arrivés et ont encerclé le bâtiment. L'atmosphère était tendue, car ils savaient que Melvin était armé et qu'il avait déjà éliminé son ex-petite amie plus tôt dans la journée. Avant cela, les policiers ont tenté d'entrer dans l'église et entendu un coup de feu à l'intérieur. Après avoir finalement réussi à enfoncer la porte, ils ont trouvé Melvin allongé par terre avec une blessure à la tête. Il s'était suicidé. Peu après, les parents de Lorraine reçoivent l'appel qu'aucun parent ne devrait recevoir. C'était le commissaire qui leur annonçait l'assassinat de leur fille. Mon Dieu,
Toute l'université était sous le choc. Quelques jours après le crime, ils organisent une veillée sur le campus en hommage à Lauren. Quand Matt et Jill apprennent que chaque fois que leur fille avait demandé de l'aide à la police du campus, elle avait été ignorée, ils sont entrés dans une véritable colère. Autant eux que les étudiants étaient révoltés contre les directeurs de l'université. L'université a décidé de mener une enquête interne et, à la fin de l'enquête, la direction a eu le culot de dire que l'audit avait conclu que l'université n'avait rien fait de mal et que rien de ce qu'ils auraient pu faire n'aurait pu éviter cette tragédie. C'est vraiment culotté? De leur part. Ce rapport ne nous donne aucune raison de croire que cette tragédie aurait pu être Évitable, cela a déclenché une grande révolte dans la population. Les directeurs cherchaient clairement à se protéger. Alors, les parents de Lauren ont poursuivi l'université pour négligence et réclamaient plus de 50 millions de dollars de dédommagement. En 2020, l'université a conclu un accord avec les parents, reconnaissant sa responsabilité dans la mort. De Lauren. L'université reconnaît et regrette profondément de ne pas avoir traité le cas de Lauren comme elle aurait dû le faire, et qu'à l'époque, ses employés n'ont pas réussi à comprendre pleinement ni à répondre de manière adéquate à la situation. De Lauren. La rectrice et les policiers chargés de l'affaire ont été licenciés. Le procès a également révélé que le policier qui avait reçu Lauren montrait les photos intimes qu'elle avait envoyées par email. Il racontait l'histoire du chantage à d'autres policiers. Il disait que Lauren était sexy. Franchement, c'est horrible. Selon l'accord, l'université a versé 13 millions de dollars d'indemnisation. Si on ajuste pour l'inflation et qu'on convertit en réés, ça fait plus de 90 millions de réés. Les parents de Lauren McCluskey ont créé la fondation Lauren McCluskey et ont fait don de tout l'argent à l'organisation. La fondation vise à changer la façon dont les polices universitaires réagissent aux signalements de violence dans les relations. La devise de la fondation est « Je vais t'écouter et te croire ». Aujourd'hui, la fondation de Lauren s'est déjà développée et est présente dans plus de 400 universités, rendant la vie des étudiants un peu plus sûre. Et en garantissant qu'aucune plainte ne sera ignorée à cause de la mort de Lauren. L'Université de l'Utah a apporté d'énormes changements dans presque tous les aspects de la sécurité, des changements au sein du département de police, dans les logements, dans la formation du corps enseignant. Ils ont construit une piste d'athlétisme intérieure portant le nom de Lauren. Lauren est toujours rappelée comme la victime qui a tout fait correctement, qui a fait tout ce qu'elle devait faire. Qu'en plus d'avoir été victime de Melvin, elle a aussi été victime du système, qui a ignoré ses demandes d'aide. Alors voilà, mes amis, quelle histoire triste. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous aimez ce genre de contenu? N'oubliez pas de vous abonner. Et pour soutenir la chaîne, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment ces histoires folles. Partagez tout de suite, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Il faut chercher le domaine, n'est-ce pas?